Rova. Je vous pourrai responsable de la promotion. Cette présentation se déroulera donc d'abord je vais vous faire une introduction sur le projet et ses objectifs. Ensuite, chaque groupe présentera la partie sur laquelle il a travaillé et nous terminerons par une conclusion. Donc pour commencer, le but de ce projet c'était de simuler une ligne industrielle typique avec différents moyens à notre disposition pour faire cette simulation de ligne. Donc le premier, je vais y arriver. Le processus commence par le chargement d'une pièce sur un robot AmigoBot. Ce robot se dirigera directement vers un convoyeur. Sur ce convoyeur, il sera déchargé, puis la pièce sera emmenée vers un premier poste. Sur ce poste, la pièce sera récupérée par un bras robotisé qui la récupérera. Pendant que ce bras récupérera, la palette sera libérée vers un deuxième poste. Le bras fera ensuite simulera des opérations d'usinage, puis redéposera la pièce donc, sur la palette. Et la palette sera emmenée vers le troisième poste, qui sera une caméra 3D, qui aura pour travail de faire une simulation d'un contrôle de qualité. Donc on va contrôler la taille de la pièce pour vérifier si elle est assez haute ou pas. Puis, une fois que le contrôle sera fait, la pièce aura deux solutions. Soit elle n'est pas conforme et donc elle sera renvoyée dans le processus, soit elle est conforme et donc elle sera libérée et chargée sur un robot de type Locobot et sera emmenée directement vers une zone de déchargement. Voilà. Donc le projet a été divisé en plusieurs petits groupes. Le groupe qui s'acharnera de l'AmigoBot, c'est donc le groupe Massy-Elias. Ensuite, on aura la caméra Fisheye qui aura pour travail de localiser le robot, les robots AmigoBot dans l'arène pour pouvoir leur donner, les aider sur leur position. Donc ce sera géré par le groupe Linda Maxi. Ensuite, on aura l'automate Schneider qui gérera le convoyeur, donc qui sera géré par le groupe Lilia, Joël et moi-même en renfort. Ensuite, le bras robotisé qui sera géré par le groupe Dilia Mohamed. Ensuite, on aura la caméra 3D, donc Keyance, qui sera gérée par le groupe Ahmad Thierry. Ensuite, on aura une partie communication entre l'automate, le robot et la caméra pour synchroniser les trois appareils, qui sera gérée par les trois groupes cités précédemment. Et enfin, on a une supervision qui a été faite en bonus parce que, au vu de la manière dont le matériel était organisé, certains membres des binômes n'avaient pas possibilité de travailler sur leur partie en fin de projet. Donc, on leur a assigné une supervision, on leur a assigné le travail de commencer la supervision, tout en sachant qu'on n'aurait probablement pas le temps de la finir. Et enfin, du coup, le Locobot sera géré par le groupe Hichem et Marcos. Voilà. Donc, je laisse la parole à Massy et Elias pour l'AmigoBot. Alors, comme Maël l'a précédemment dit, donc notre première étape pour ce projet était l'acheminement des pièces de la zone de chargement vers le convoyeur. Et cette partie a été faite par moi et Elias. Et donc, pour ce faire, nous avons utilisé un AmigoBot qui est un robot mobile compact et dont des capacités avancées, qui possède des capacités avancées en navigation autonome. Et de détection aussi, et aussi de cartographie grâce à son kit de développement logiciel. Et nous avons besoin des principaux
les principales qualités que nous cherchons, les caractéristiques principales, qui étaient surtout la charge maximale que le robot pouvait supporter, qui sont de 1 kg pour ne pas pouvoir excéder cette charge en regardant nos pièces. Nous avons ensuite bien évidemment la vitesse, à laquelle le robot se déplace, qui est donc de 1 mètre par seconde. Et bien évidemment, pour pallier à certaines mésaventures, on va dire, et certains obstacles, nous avons besoin de connaître quel type de capteur on avait. Et donc on a 8 capteurs sonars, dont 4 qui sont à l'avant, 2 qui sont sur les côtés et 2 à l'arrière. Et bien évidemment, avec ça, nous avons aussi la question d'autonomie, pour savoir combien de temps l'Amigobot pourrait être maintenu. Et donc nous avons une autonomie qui est dite par le constructeur de 2 à 3 heures, mais en regardant avec nos tests et ce qu'on faisait, je pense qu'avec ceux qu'on a actuellement, vu leur état et vu leur ancienneté, ça doit tenir dans les 1h30, 2 heures grand maximum. Voilà. Et ensuite, une des autres caractéristiques, c'est surtout les 2 roues motrices que l'Amigobot a avec une roue folle à l'arrière, qui sont les 2 roues motrices qui ont des encodeurs liés à chacune d'elles. Et aussi, en parlant de développement logiciel, pour nous, on a choisi d'utiliser le pilotage via le C++ et en utilisant la bibliothèque ARIA qui nous a été proposée. Donc, voilà. Alors, concernant le cahier de charge de cette première partie du projet, nous avons quatre objectifs principaux. Donc, tout d'abord, le transport des pièces. Donc, le robot doit être capable de transporter les pièces de la zone de chargement jusqu'à la zone du convoyeur. Et aussi de pouvoir revenir à sa position initiale, qui est la zone de chargement, et de refaire le processus en boucle. Pour la deuxième partie, c'est la partie cartographique. Donc il a été demandé de générer une carte de la reine, 4 mètres de longueur et 3 mètres de largeur, avec le logiciel Mapper Basic. Troisième objectif, c'était la navigation et le contrôle du robot. Donc l'objectif, c'était de contrôler le robot qui fasse un déplacement de manière autonome, et d'essayer aussi d'améliorer sa précision de positionnement. Et pour finir, il y a la partie localisation. On a essayé de récupérer en temps réel la position du robot tout au long de son déplacement grâce à l'odométrie. Et pour finir, on a la partie correction de la position, et ça, normalement, ça devrait être grâce à la caméra fisheye. Du coup, on doit récupérer les coordonnées de la caméra fisheye et rectifier les erreurs de localisation du robot. Je pense que normalement, je devrais juste passer. Je voulais l'avancer. Tu peux me mettre Dessus pour l'avancer. Bah, j'ai cliqué dessus. Ah oui, c'est vrai que j'ai. Je pense que ouais. J'avais cliqué dessus. On est arrivé. On va cliquer dessus. Alors ici, comme Inès l'avait dit, nous devions simuler l'arène sur Mapper 3. Et donc, on a créé cette arène-là de 2 pièces qui fait 4 mètres sur 3 de largeur. Et donc, ici, on peut voir, ici, le petit trait ici définit la zone de chargement, et ici, la partie convoyeur. Et donc, on peut voir, grâce au code qu'on a fait et en reliant le code à Mapper 3, on peut voir le déplacement du robot, qui va directement de la zone de chargement à la zone de déchargement, et qui fait son demi-tour et revient vers la zone de chargement initiale et sa pose initiale. Ensuite, pour la partie navigation, on a essayé de mettre 2 vidéos. La première, c'est le comportement du robot dans un environnement simple. Est-ce que tu peux lancer juste? Alors, pour cette partie, c'est avec évitement d'obstacles. Donc, on a mis un obstacle sur la trajectoire du robot. Donc, comme vous pouvez le voir, le robot, il essaye d'éviter l'obstacle, tout en allant de la partie de la zone de chargement jusqu'à la partie où se trouve le convoyeur. Puis,
Une fois arrivé au convoyeur, il va faire un tour sur lui-même, donc 180 degrés, puis revenir à sa position initiale qui était la zone de chargement, tout en évitant l'obstacle, c'est-à-dire dans un environnement complexe. Puis il y a la deuxième vidéo dans un environnement plus simple, c'est-à-dire il va juste faire un aller-retour là où il n'y a aucun obstacle. Il va juste faire un aller-retour. Mais ici, comme on peut voir, il y a toujours un léger décalage par rapport à la pose initiale. Et ça, normalement, c'est quelque chose qu'on doit faire avec la communication avec l'affichage. Alors ici, c'est une vidéo de l'indice de commande, de notre communication avec notre robot. Et donc ici, comme on peut le voir, on récupère notamment en temps réel les poses X et Y ainsi que l'angle θ du robot et dès son démarrage. Et donc ici, on peut voir la partie où il va directement vers son objectif, vers la zone de déchargement, où il fait le nombre de mètres ou la distance qu'on lui demande de faire. Et à son arrivée vers la fin de la première étape, qui est la zone de déchargement, il s'arrête. On peut voir qu'il fait un 180 degrés ici, et qu'il se tourne et qu'il retourne vers sa pose initiale, voilà, comme on peut le voir ici. Et donc on peut voir notamment qu'il fait son retour et qu'il récupère les poses toujours en temps. Alors, concernant les défis de notre partie, nous avons deux défis. La première, c'était que le robot fasse le déplacement de la partie la zone de chargement jusqu'à la partie convoyeur, puis revenir. Mais la difficulté qu'on a rencontrée, c'était par rapport à le positionnement, c'est-à-dire par rapport aux coordonnées du robot X, Y et θ. C'est-à-dire on avait toujours des problèmes on avait toujours des erreurs. Par exemple, si on prenait la position initiale, donc si je mets une position initiale de X, 0, c'était à 0, X0 égale à 0 et θ 0 égale à 0. Pour la première partie, donc c'était la partie où il fasse le déplacement de la zone de chargement jusqu'à le convoyeur. Donc là, c'est la première partie. Donc là, si je mets X1, donc nous, on avait défini comme quoi il faisait 2 mètres, donc 2000 mm. Donc le problème, c'est qu'on avait des erreurs. Par exemple, on récupérait par la commande comme quoi il récupérait. Le robot avait, par exemple, 1998. En Y0, il récupérait 0 et en θ, il récupérait une valeur de 0,2 degrés par exemple. Et ensuite, la deuxième partie était qu'il fasse un tour sur lui-même, donc de 180 degrés. Du coup, on avait une deuxième position qui était en X1, toujours la même, Y la même. Et pour θ, on n'arrivait pas à récupérer exactement 180 degrés. C'est-à-dire qu'il faisait 179 à l'autre. Et ensuite, pour revenir à sa pose initiale, normalement, il fallait trouver qu'en quoi x0 égale à 0, y égale à 0 et θ égale à 0, sauf que ce qu'on trouvait, c'était le robot trouvait par exemple x égale à moins 2, y est égal à moins 4, et θ est égal à peu près 2 degrés. En fait, on avait des tolérances. On a essayé d'améliorer la précision du robot, mais le problème, à chaque fois qu'on diminuait la tolérance, le robot faisait se comporter de manière un peu plus, on va dire, bizarre. Donc, par exemple, la tolérance de l'angle, elle était de plus ou moins 2 degrés. Pour ce qui est de x et y, on avait mis une tolérance de 20 cm à peu près, plutôt 20 mm. Donc, et ensuite, concernant les erreurs, le problème c'est que tant qu'on avait, par exemple, si on avait un environnement simple, donc il faisait un aller-retour simple où il n'y avait pas d'obstacle, donc les erreurs étaient beaucoup moins que quand il faisait un déplacement où il y avait des obstacles, c'est-à-dire le déplacement était le chemin il était un peu plus long, donc les erreurs elles augmentaient. Je laisse la parole à Messi. Alors, normalement, pour pallier à ce problème, la seule solution était logiquement de communiquer avec la fisheye, qui elle nous donnerait en temps réel la pose du robot à la fin, à l'arrêt, quand le robot serait à l'arrêt.
et donc de pouvoir corriger ça dans la foulée. Sauf que par manque de temps et par manque de moyens surtout, on n'a pas réellement pu faire régler ce problème de communication, donc on n'a pas pu communiquer avec la fichaille, ni même commencer ça. Mais je pense qu'avec notre avancée, c'était le seul souci qu'on avait à régler pour pouvoir régler ça. Et voilà, donc c'était à peu près 75% du cahier des charges qu'on a fait. Il manquait que l'affichage qu'on n'a pas pu régler. Et donc pour ce faire, l'affichage, je vais quand même laisser Linda et Maxime vous présenter ça. Donc, comme vient de dire Massi, moi-même, Linda Wareski et mon binôme Maxime Alaline, nous avons travaillé sur la partie fichaille où le but était de localiser les robots, de les détecter et de renvoyer leur position en temps réel à Marcos et Massi. Donc, pour ce faire, nous avons utilisé une caméra fichaille. Donc, comme vous avez dit, pour les objectifs principaux étaient de localiser les robots qui se déplaçaient sur l'arène et puis communiquer leur position afin que les binômes concernés puissent faire les corrections nécessaires. Donc, comme caractéristique principale de la caméra, nous avons une distance focale de 1,8 mm et un field of view de 154 degrés x 115 degrés. Et la distance minimale de prise de vue est de 0,1 mètre minimal. Voilà. Donc les différentes étapes qu'on est passées pour réaliser cette partie. Nous avons commencé par la calibration de la caméra avec MATLAB, quelque chose qu'on avait déjà vu en TD et qui du coup nous permettait d'avoir une base. La correction des distorsions avec MATLAB, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui avait été fait en TD, en TP, donc on a pu le faire assez rapidement sur MATLAB. On a également essayé de le faire donc, en C pour avoir un autre point de comparaison. En passant sur le C++, on a vu qu'il y avait plusieurs choses à faire, notamment la création des marqueurs ARUCO, la détection des ARUCO sur une image qui a été corrigée. Cependant, arrivé au point où on en était, le projet n'avançait pas assez par rapport à la date butoir du projet, donc on a préféré repasser sur la fin sur MATLAB pour au moins avoir un résultat et vous le présenter. Et donc on a fait la détection de la pose des robots par les ARCO avec MATLAB en prenant une image de la caméra en direct avec C++. Donc, pour commencer, nous avons évidemment fait d'abord la calibration de la caméra et la correction des distorsions. Ceci a été fait par une acquisition de plusieurs images de la mire en la mettant dans plusieurs angles différents. Et ensuite, on a justement utilisé les fonctions MATLAB pour pouvoir calibrer la caméra, ce qui nous a permis de corriger l'image et de renvoyer des images sans distorsion. Et donc on a eu comme erreur de reprojection moyenne une erreur de 0,36 pixels et on a pu récupérer aussi la matrice des paramètres intrinsèques de la caméra, comme vous le voyez ici. Pour la partie ARUCO en C++ du coup, donc les ARUCO sont des marqueurs avec un certain nombre de carrés blancs et noirs répartis dessus, qui permet d'obtenir une pose, donc position et orientation de celui-ci par rapport à la caméra. L'avantage est que chaque ARUCO a un ID propre, ce qui permet de pouvoir différencier les robots en mettant des ARUCO différents sur chacun d'eux. Donc voilà, on a vu qu'en C++, les ARUCO appartenaient à un dictionnaire qu'il fallait appeler et donc créer un par un avant de pouvoir les utiliser.
après la création des AROCO selon un dictionnaire spécifique et ce qui est donné des ID spécifiques, reste à les détecter reste à les détecter à partir de la caméra fisheye. Donc nous sommes partis sur un projet, comme on a eu déjà des connaissances et des prérequis sur MATLAB de la manière et la façon dont il fallait le faire. Nous nous sommes dit qu'on pourrait faire un projet entre guillemets professionnel où il y a des différentes fonctions de calibration caméra, création des AROCO, détection des AROCO et ensuite justement retourner la position des robots. Donc nous sommes engagés pour le faire en utilisant C++, donc avec la librairie OpenCV. Sauf que malheureusement, il a fallu faire beaucoup de documentation, beaucoup de compréhension des codes qui étaient disponibles, notamment la librairie Fisheye disponible à l'intérieur, la bibliothèque Fisheye, qui nous permettait d'avoir plein de fonctions pour calibrer, pour créer des AROCO et tout ça, sauf qu'on n'a pas eu le temps pour comprendre et pour mettre en œuvre tout ce qu'il fallait en C++. Nous avons quand même, nous avons par exemple pas pu détecter les mires parce que ce qui était disponible, c'était il détectait plutôt les mires des damiers, il détectait les AROCO mais pas les damiers, donc nous n'avons pas pu modifier ceci. Nous avons aussi vu comme quoi pour calibrer la caméra fisheye, il fallait mettre un fichier en paramètre d'entrée, qui est un fichier qui devrait contenir les coefficients de distorsion, et la matrice des paramètres intrinsèques. Sauf qu'on n'a pas réussi à avoir plus d'informations sur le format du fichier, ni comment les informations devraient être mises à l'intérieur, donc on n'a pas pu aller loin non plus à cause de ça. Et vu que la bibliothèque OpenCV c'était très compliqué de l'installer chez nous, on n'a pas pu non plus travailler en dehors de la salle de projet et donc on n'a pas pu trouver plus d'informations que ce qu'on avait. Donc c'était impossible de traiter les images en C++, ni impossible de faire la calibration, à part la création des AROCO et la récupération des streams vidéo, on n'a pas pu avancer plus que ça. Donc c'est pour ça qu'on a préféré changer de plan sur les 2 dernières séances, la dernière séance principalement, pour retourner sur MATLAB et proposer quelque chose à vous montrer concrètement. Donc les objectifs qui nous restaient dans le temps, dans la dernière séance, on va dire, étaient de récupérer une image donc en C++ et sur demande de MATLAB pour que MATLAB puisse la traiter. Donc après confirmation d'écriture d'image par le programme en C, MATLAB vient récupérer cette image, il vient faire la correction des distorsions et la détection des AROCO, et il vient repérer les robots par rapport à un AROCO de référence placé arbitrairement. Donc en dernier point, le but c'était de communiquer donc, la position des robots voulus par rapport à ce AROCO de référence avec les autres groupes. Donc là, on a une petite vidéo de quoi on partait. Donc ça, c'est un peu ce qu'on avait fait en TD, TP, en reconnaissance de forme, pour voir un coup. Donc ça, c'était sur une vidéo où on le détectait en mouvement. Donc, comme vous venez de le dire, Maxime, on était parti sur le fait de faire une acquisition directement à partir de la caméra fisheye, ce qui a été impossible en C++. Donc, on est revenu sur MATLAB donc pour détecter la pose des AROCO sur MATLAB. On a mis un point de référence, enfin un robot ou un AROCO de référence qui est celui-ci, et ça permettait de retourner la position des autres robots à partir de celui-ci qui est le 000. Et ce qu'on a vu comme quoi ça détectait et que ça retournait des ID différents selon l'AROCO mis sur le robot, ce qui serait intéressant justement parce qu'on a 2 types de robots différents. Il y a l'équipe qui travaille sur la Micobot et les autres équipes qui travaillent sur le Logobot.
Donc la suite, ça serait intéressant de mettre deux robots différents pour chacun des robots et pouvoir les connecter par rapport à un référentiel prédéfini. Donc ce qui a été fait, c'est de récupérer en direct le stream vidéo en utilisant la fonction C++ qui permettait de faire ça. Et sur demande de MATLAB, c'est MATLAB qui devrait dire que, comme quoi le robot est à la position d'arrêt, à une position d'arrêt, par exemple chargement ou déchargement, et donc MATLAB va envoyer un signal entre guillemets à C++ pour lui dire il faudra capturer une image du robot. Et ensuite, après que l'image a été capturée, il y aura confirmation en C++ et que MATLAB va récupérer l'information comme quoi c'est déjà fait. Et on vient finir le traitement, tout ce qui est traitement, correction de distorsion et tout ça sur MATLAB. Donc tout ce qui est correction de distorsion, tout ce qui est récupération de la pose des robots par rapport à un point de référence ou un plan de référence, ça a été fait. Malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de la communication avec les autres groupes parce que le but principal était justement de récupérer cette position et de communiquer cette information aux autres groupes pour qu'ils sachent s'ils doivent faire des corrections ou que tout est bon. Donc je passe la parole à Noé. Merci. Bonjour, pour cette partie, je vais vous présenter le convoyeur, qui est, on va dire, le centre de gravité de tout le projet. En fait, s'il faut déjà rappeler les objectifs du convoyeur, c'était de le piloter grâce à des variateurs de vitesse, de contrôler les différents vérins, d'écouter les inducteurs, et d'utiliser les grillages pour choisir la destination finale de la pièce et de gérer la communication entre le robot, la caméra et le convoyeur. Donc, comme vous pouvez le voir sur notre présentation, au niveau, ici on a le comment ça s'appelle le point de chargement, excusez-moi. Le poste 1, le poste 0, le poste 1, le poste V et le poste de déchargement pour retourner la pièce. Et donc, pour les différents postes, comme les postes 1 et les postes 2, la programmation nous l'avons faite sur une unité proche de Schneider. Et là, par exemple, on a fait notre programme pour contrôler les butées, les vérins de butée et les vérins des indexeurs. Je crois que les butées, c'est des vérins pour bloquer le passage de la pièce. Et les indexeurs, c'est les vérins qu'on a placés pour bloquer la pièce au niveau du poste. Et donc, on a fait notre programme. Et vu que le poste 0 et le poste 1, c'est presque pareil, à la différence qu'au niveau du poste 0, on envoie une requête au robot pour aller nous récupérer la pièce au poste 0 et les ramener au poste 1. Et en plus, à partir du poste 1, il nous enverra une réponse comme quoi il a déposé le robot au niveau du poste. Il a déposé la pièce. Et pour le poste 2, c'est là où en fait se trouve notre caméra 3D pour voir la qualité de la pièce. Et donc là, la caméra nous enverra une maquette pour nous dire si la pièce est bonne ou mauvaise. Et c'est en fonction de cette information-là qu'on pourra piloter le guiage pour la destination de la pièce. Soit elle retourne dans le convoyeur, soit elle va juste au poste de déchargement. Et on a essayé de faire la gestion des défauts pour notre programme. Donc pour la gestion des défauts, vu les moyens qu'on avait, on ne pouvait pas faire une plus grande gestion des défauts. La seule gestion des défauts que nous avons faite, c'est au niveau des résultats incohérents des capteurs qui se trouvent sur les réacteurs. En fait, on ne pouvait pas retrouver au niveau de nos capteurs, au niveau de nos VRM, que nos capteurs sont soit activés ou soit désactivés. Donc il devait y avoir au moins un capteur activé pour montrer que par exemple le VRM est sorti et un autre capteur, et si le VRM n'est pas sorti, le capteur devrait être allumé. En fait, c'est la seule gestion de vous qu'on a essayé de faire
Donc, concernant l'avancement du projet, pour la gestion du convoyeur, il fonctionne à 100%, vu que le convoyeur fonctionne. Pour la gestion des postes, on va estimer à 95%, puisque la gestion de défauts qu'on a fait, on l'a fait juste à titre expérimental sur un seul poste. On l'a pas implémenté sur les autres postes, qu'il y a sur notre convoyeur. Je vais laisser la place pour le Alors, bonjour tout le monde. Maintenant, on va passer à la partie du robot industriel Stabilité X60 qui est présenté par moi et par Mohamed, mon collègue. Tout d'abord, on va définir le cahier de charge, puis on va faire un petit rappel de la présentation, ce qu'on a fait la dernière fois, des objectifs, des difficultés qu'on a pu rencontrer, des résultats ainsi que des travaux futurs. Bon, pour le cahier de charge, premièrement, c'était de définir une position de repos pour le robot. Après, c'était de définir les emplacements optimaux pour la position de prise et de dépose, ainsi que d'usinage. Pour saisir la pièce est passée par la partie usinage et puis la déposer. Et ben voilà. Pour les rappels, la dernière fois lors de notre présentation, on a d'abord défini les positions clés, c'était position repos, position saisie et dépose, ainsi que des points intermédiaires qui pouvaient faciliter la fluidité de notre robot. Après, on a fait la configuration de la pince Shank via un programme CAO qu'on a pu télécharger. On a fait la gestion des positions et de la pince, et après ça, on a développé un programme pour seulement un seul cycle qui pouvait saisir la pièce au niveau de la zone de prise, puis passer à l'usinage et après la déposer dans la zone dédiée à la dépose. Concernant cette deuxième partie du projet, nous avons eu deux objectifs à atteindre, dont l'optimisation des trajectoires entre la position de saisie de pièces, d'usinage et de dépose, ainsi que la communication avec notre automate convoyeur. Donc, concernant la partie trajectoire et réduction de temps de cycle, le but était de réduire les mouvements superflus et garder une fluidité afin d'avoir un cycle fluide et rapide, tout en ajustant les points de passage sur des trajectoires optimales. Le second objectif étant la communication va être un sujet approfondi tout à l'heure pour la partie commune qui est la liaison entre le robot, l'automate et notre caméra Kairos. Concernant l'optimisation des trajectoires, on a fait une analyse et une simplification de celle-ci. Tout d'abord, on a commencé à utiliser notre simulateur, afin de mettre en place plusieurs trajectoires et plusieurs points différents. Et nous avons effectué plusieurs tests afin d'avoir les meilleurs résultats possibles, tout en minimisant toutes les interactions superflues à ceux-ci. Et nous avons aussi rajouté les placements stratégiques en limitant les points intermédiaires. Ainsi, nous allons avoir un point intermédiaire à chaque position de prise et de dépose pour notre pièce. Concernant les résultats qu'on a obtenus avec ces travaux, nous avons eu une amélioration du temps de cycle avec une réduction de 7 secondes par rapport à ce qui a été montré lors de la première soutenance. Et au niveau de la communication, elle est opérationnelle avec le convoyeur. La synchronisation est réussie pour un flux continu. Puis nous avons l'automatisation du cycle qui, pour le moment, peut automatiser un cycle sans l'intervention humaine pour un seul cycle. Concernant les travaux futurs, nous avons l'intégration de la communication entre la caméra Kairos et le Stabilité X60 qui n'a pas encore été finie et aboutie. Et la seconde amélioration qu'on pourrait rajouter, ce serait la configuration des modes de vitesse pour notre robot Stobby et utiliser des différentes vitesses entre les transitions de dépose de saisie et dépose intermédiaire en ayant une vitesse plus élevée par rapport aux positions de saisie en elles-mêmes et les positions de dépose où on fait juste une translation à la verticale.
Je vais donc laisser place à Amat pour le contrôle qualité avec les Là maintenant, on va passer au contrôle qualité. Contrôle qualité qui est faite par moi, Thierry Lang, et aussi par Amat Bar. Le contrôle qualité se fait avec la caméra Kayence CA H048 MX avec une Lumitrax et avec un contrôleur CV X0400F. Pour présenter cette partie, on va faire un petit rappel de l'objectif, ensuite sur la conformité de la pièce, si elle est bonne ou pas, et ensuite une reconnaissance sur la pièce. Merci. Pour rappeler les objectifs, il nous fallait acquérir une image, l'image de la pièce qui arrive au niveau du poste 3, afin de faire un traitement d'image derrière pour définir les critères de conformité, parce que notre partie c'est le contrôle qualité. Donc pour cela, il nous fallait prendre en main le logiciel Kayence qui était nouveau pour nous, dont on n'avait pas la maîtrise, et faire une étude bibliographique avec la documentation, et ainsi pouvoir utiliser les différents outils à notre disposition avant de réaliser cette tâche. Donc, plusieurs critères ont été définis afin de pouvoir réaliser le contrôle qualité. Parmi ces critères-là, nous avons sélectionné la mesure de la hauteur. Et pour effectuer cette mesure de la hauteur de la pièce et déterminer si oui ou non elle est conforme aux critères qu'on a définis, on a utilisé l'outil Profile Measurement, qui était déjà disponible au niveau du logiciel de Kayence. Donc, comment cet outil fonctionne? Eh bien, cet outil effectue une coupe transversale de la pièce afin de pouvoir mesurer la hauteur. Bien sûr, plusieurs configurations sont à effectuer, comme la définition du plan 0, ainsi que la calibration de la caméra afin de pouvoir prendre les bonnes mesures. Une fois cette configuration effectuée, il nous fallait prendre une image de référence qu'on allait déterminer comme une image correspondant à la pièce conforme, et pour nous c'était la hauteur la plus élevée, qui était de 30 cm. Et avec cette image de référence, on allait faire une comparaison avec n'importe quelle autre pièce qui passe sous la caméra, et on allait faire l'acquisition d'images et ainsi comparer ces hauteurs-là à l'auteur de l'image de référence. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait très très bien, parce que si la pièce elle est conforme à la hauteur, on a une variable OK qui est renvoyée, sinon on a une variable négative qui est renvoyée et ça s'affiche en rouge. Après, nous avons voulu aller beaucoup plus loin parce que pour nous, juste la mesure de la hauteur ne nous permettait pas de déterminer si oui ou non la pièce était conforme, parce que n'importe quelle pièce qui peut passer sous la caméra ayant la même hauteur, ça allait nous envoyer comme réponse que oui, la pièce elle est valide. Donc on a voulu ajouter une critère supplémentaire qui était la reconnaissance par QR code. Comme l'a dit mon binôme, on a décidé d'ajouter un autre outil pour pouvoir faire une meilleure différence de la bonne pièce et de la mauvaise pièce. On a utilisé ce qu'on appelle un outil appelé le 2D code, qui consiste à détecter les bonnes pièces et les mauvaises pièces par des QR codes qu'on a imprimés directement sur l'ordinateur et collés sur des pièces. On a enregistré une image avec un QR code, comme quoi c'est l'image de référence, c'est le bon QR code. Et ensuite, on a comparé avec les images qu'on a fait prises avec la caméra Kayence. Et la caméra Kayence, il fait une comparaison avec l'image de référence. Il fait une différence, il analyse grâce à des liens de données. Dès qu'il voit qu'il y a une différence entre le lien de l'image de référence et le lien actuel, s'il y a une différence, dans ce cas-là, il signale en rouge comme quoi c'est le mauvais QR code. Sinon, en vert, comme quoi c'est un bon QR code. Après cela, on a décidé de faire une communication avec le robot Stoply. Ça va être présenté par le chef de l'entreprise, Mike. Donc, comme mes collègues vous l'ont évoqué juste avant, une grosse partie des 3 dernières parties, du coup, ça a été la liaison entre les trois appareils, puisque, comme on l'a vu dans la présentation au tout début, tous les appareils
appareils fonctionnent interconnectés les uns avec les autres. Donc il faut qu'ils soient capables de se transmettre des informations pour pouvoir empêcher les interventions. Donc ces trois appareils sont sur un réseau Ethernet commun. Donc on aura une carte Ethernet pour l'automate, le contrôleur du robot et le contrôleur de la caméra. Ces trois appareils donc communiqueront en Ethernet. Pour des raisons pratiques, on a choisi d'utiliser le robot en point commun entre l'automate et la caméra, parce que cette carte-là nous permet de faire du Modbus TCP, qui est compatible du coup avec le contrôleur du robot, mais le contrôleur de la caméra communique en Ethernet IP, et donc il n'était pas compatible, il nous aurait fallu une carte supplémentaire sur l'automate pour pouvoir utiliser l'Ethernet IP, sauf que le robot il peut communiquer en Ethernet IP. Donc on a choisi d'utiliser le robot en intermédiaire entre la caméra et l'automate. Voilà, donc je vais laisser mes collègues finir sur la partie du coup communication caméra-robot. Donc, comme mon collègue vous l'a évoqué, afin de pouvoir établir la communication avec l'automate, il nous fallait passer par le robot. Information qu'on n'avait pas de base, ça nous a pris du temps avant de s'en rendre compte que la communication directement avec l'automate était complètement impossible. Il nous fallait passer par le robot. Donc pour cela, il nous fallait entrer dans les paramètres présents dans le logiciel, les paramètres de robot, afin de pouvoir ici établir la communication. Dans un premier temps, et de pouvoir envoyer bien sûr des informations. Dans un premier temps, nous avons voulu tenter de nous connecter au robot Stobly et voir si derrière les automates pouvaient récupérer des informations avant de passer à la transmission des données. Donc pour cela, avec les paramètres de connexion, on a renseigné l'adresse IP du robot et tenté d'effectuer un ping. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Il nous manquait quelque chose. Après avoir cherché dans la documentation, on s'est rendu compte qu'il manquait un outil qui devait être activé auprès du robot Stobly. C'était la bibliothèque KSetup qu'il nous fallait au préalable configurer, mettre en marche afin de pouvoir établir la communication directement avec le robot Stobly et pouvoir nous connecter à l'automate. Donc, une fois que cette tâche réussit, enfin pour nous, si jamais on réussit à effectuer cette tâche, il nous fallait derrière définir les variables de sortie à transmettre à l'automate, donc la conformité de la pièce par OK ou la non-conformité de la pièce par une variable négative. Donc ces deux variables, une fois sélectionnées, on peut directement les définir comme variables de sortie et les transmettre. Et je vais laisser mon collègue Thierry vous parler de la configuration qu'on a effectuée pour pouvoir établir la communication. Comme l'a dit Amat, comme quoi pour pouvoir communiquer avec le robot Stobly, on a besoin de la bibliothèque KSetup pour pouvoir communiquer avec la caméra Kayence. Mais avant de communiquer avec la caméra, il faut aussi qu'on gère aussi ce problème de client TCP. C'est-à-dire il faut qu'on crée une adresse, qu'on crée un client TCP. Ce sera la caméra, ce sera le 172.16.0.31. Cette création de client TCP va pouvoir permettre de communiquer avec la caméra Kayence et pour envoyer des informations au robot Stobly. Après cela, on a décidé de faire un test, voir si l'activation de la communication fonctionne, en essayant de faire une vérification de la validité d'opération du robot. Et après avoir fait le test, on a remarqué comme quoi on a eu ça. Attention, le programme est en cours d'exécution, c'est-à-dire que la communication est réussite. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à envoyer, on n'a pas eu le temps d'envoyer des informations comme la conformité de la pièce ou reconnaissance de QR code au robot Stobly. En même temps, je vais passer la parole à ceux qui gèrent le robot Stobly, c'est-à-dire Lilia et Mohamed. Bon, pour la communication entre l'automate et le robot Stobly TX60, d'abord on a commencé à initialiser des entrées et des sorties en mode bus TCP/IP avec le port TCP 502 et il fallait que le nombre de clients soit égal à 2 ou supérieur à 2. On a choisi 4 variables, position de dépose, de saisie et reach 1 et reach 2 en type bit et en taille de 1. Pour les entrées, c'était position, saisie et dépose, et pour les sorties, c'était reach 1 et reach 2. Après, on
créé des nouvelles données de type digital input output. Après cela, on a fait une liaison pour chaque variable entre le Modbus et les variables qu'on a créées en digital input et output, afin de communiquer avec l'automate et de pouvoir leur envoyer des données et pouvoir aussi en recevoir les données. Et c'est là l'interface qui montre en fait les entrées et les sorties digitales après la configuration de toutes les variables. Pour la communication, nous avons rencontré des difficultés tout au long de cette deuxième partie dans le blocage du programme lors des conditions initialement remplies, où on commençait le programme avec des conditions initialement remplies, et une fois, même après avoir rempli ces conditions initiales, le programme ne pouvait pas se lancer. Notre solution a été de modifier notre programme à ce point. Le second point était les incertitudes sur la transmission de nos données. On pouvait à ce moment-là recevoir les données de la part de l'automate géré par Maël et son équipe. Par contre, nous, on n'avait pas l'information sur les données que nous, on envoyait. Donc, on a eu un blocage à ce niveau-là aussi. On a dû tester et valider l'envoi du signal plusieurs fois, puis on a trouvé une solution à ça. Nous avons aussi des problèmes de communication, de transmission de données, à des moments où on pouvait certes envoyer des données, mais le programme avait des soucis à reconnaître ces données-là. Donc on a eu des difficultés à bien émettre et recevoir ces données. Concernant le dernier problème, c'est un problème particulier. C'était lors de notre dernière séance où on avait perdu toute communication avec le robot et on avait littéralement plus accès au robot jusqu'à ce qu'on se fasse aider par M. Jordan Karakov qui est ici présent. Ça a duré une bonne heure, voire plus. Je vais donc vous laisser par rapport à la partie avec Maël sur la communication. Donc, vous avez vu la partie communication côté robot. Maintenant, il a fallu aussi configurer l'automate pour pouvoir faire la communication. Donc ici, on voit dans la configuration matérielle la carte dont je parlais tout à l'heure, la carte ME, qui permet de faire la communication en Ethernet. On a ensuite configuré cette carte, l'adresse IP de l'automate. Et on a essayé une première solution qui était la solution du protocole EOScanning. Donc on a essayé de lire directement sur l'adresse. Du coup, c'était au tout début quand on ne savait pas que ça ne communiquait pas avec la caméra. Donc on a essayé de lire sur la caméra et sur le robot aux différentes adresses, voir si on récupérait les informations. On s'est rendu compte plus tard déjà qu'on ne pouvait pas communiquer avec la caméra, et ensuite que le problème de l'aéroscanning, c'est que il ne permet de lire que des mots, des espaces mémoire sous forme de mots, et les espaces mémoire sur lesquels sont stockées les variables du robot sont en bits. Donc on ne pouvait pas accéder à ces espaces mémoire via l'aéroscanning. Donc on a choisi la solution d'un readvar-writevar. Donc c'est un bloc qu'on a rajouté dans le programme directement. On a configuré ici l'adresse du robot et le port Ethernet. Et on a configuré un certain nombre de variables. On lui a dit qu'on voulait, à quels espaces mémoire on voulait accéder. Donc la manière dont on a configuré le robot quand on avait fait les tests, c'est que les deux premiers bits étaient des sorties. Sur le robot, les deux premiers bits étaient des entrées et les deux suivants étaient des sorties. Donc les bits 0 à 2, 0 à 1 étaient en writevar du côté de l'automate pour pouvoir écrire dans le robot. Et les bits 2 et 3 étaient en readvar pour pouvoir les récupérer depuis le robot. Ensuite, donc, du coup, on les stockait dans cette variable-là. Comme on avait besoin d'un tableau, on a mis un tableau de 2 mots, le minimum qu'on pouvait mettre. Et à partir de ce tableau, on leur a assigné des espaces mémoire ici. Et sur ces espaces mémoire, on a récupéré les bits qu'on voulait. Et on les a assignés aux variables qu'on a vues dans le verset plus tôt,
la communication, enfin, ce qu'on peut conclure sur la communication de manière générale, c'est que on a manqué de temps, malheureusement. On a réussi à faire communiquer le robot et l'automate vraiment au tout dernier moment. Je pense qu'avec la suite, on aurait pu arriver jusqu'au bout, mais malheureusement, on a manqué de temps. Voilà. Maintenant, je vais laisser la place à... excusez-moi. J'ai donc une vidéo du programme fonctionnel avec le programme du convoyeur et le programme du robot qui sont liés l'un à l'autre, donc tout automatisé, pas d'intervention opérateur. Donc on voit donc la pièce qui est stoppée par la butée, elle est bloquée par un indexeur de manière à ce que la palette ne puisse plus bouger. Ensuite, le robot est venu récupérer la pièce dès qu'il a détecté la présence. On a libéré la palette dès que la pièce était récupérée. Ensuite, cette étape est un peu longue puisque le robot va aller déposer sa pièce. On voit que la palette s'est bien arrêtée au deuxième top et a été calée par l'indexeur. Le robot a donc fait sa dépose, a récupéré la pièce. Et une fois qu'il arrive là, il va envoyer un message à l'automate pour lui demander s'il peut déposer sa pièce. Et comme l'automate lui dit que c'est bon, il la dépose et il repart. Une fois qu'il est dégagé, l'automate libère directement. Donc voilà. Et ensuite, la pièce est directement arrêtée à la caméra, pas dit comme ça. Mais du coup, la pièce est arrêtée à la caméra et en théorie, du coup, la caméra devrait faire ses opérations et libérer la pièce automatiquement et contrôler l'indexeur qui est au fond. Voilà. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Marco Seychelles pour Alors, pour la partie déchargement de la pièce, nous avons utilisé le Locobot. Nous allons commencer par vous présenter un petit rappel les objectifs de charge qu'on doit respecter. Ensuite, la méthodologie, ce qu'on a réussi à faire. Ensuite, les résultats et dernièrement, en perspective sur ce qu'on pouvait faire si on avait plus de. Alors, notre cahier de charge, c'était la création de l'arène de test. Ensuite, la définition de la trajectoire entre le bout du convoyeur et la zone de déchargement, et la localisation du robot et la navigation. Pour rappel, initialement, nous avons commencé par utiliser ROS2 pour contrôler le robot. Nous avons consacré plusieurs séances à ça pour faire comprendre le fonctionnement du logiciel. Nous avons réussi à faire une simulation sur Gazebo. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu établir une connexion entre notre PC et le robot. Alors, on s'est retourné vers la Python, c'était beaucoup plus simple. On a utilisé une connexion Bluetooth. Nous avons réussi à faire la localisation du robot et du mouvement de l'obstacle. Laissez-moi vous présenter la méthodologie qu'on a adoptée pour pouvoir accomplir les missions qui nous ont été confiées. Cette méthodologie a été énumérée sous deux ordres. Le premier concerne la modélisation des données des capteurs infrarouges, c'est-à-dire notre locobot étant constitué de 7 capteurs infrarouges pour pouvoir obtenir ces données, ces informations extéroceptives. Il nous fallait comprendre un peu les données que ce capteur-là envoie pour pouvoir savoir comment les traiter. Et dans un second temps, je vais vous présenter la stratégie qu'on a utilisée pour pouvoir éviter les obstacles lors de l'aller-retour du locobot pendant la phase de déchargement. Donc, pour la modélisation des sorties du capteur infrarouge, nous avons commencé par fixer un objet, particulièrement un objet de couleur grise, à une distance donnée. Et ensuite, on a présenté le robot à une certaine distance de cet objet. Et on a récupéré des valeurs en variant la distance de l'objet, c'est-à-dire de l'obstacle, par rapport au robot. Et donc, on a essayé de faire un plot pour pouvoir regarder à quoi cela ressemble. Et voici ce qu'on a obtenu. Donc, en abscisse, vous avez la distance en centimètres. Et en ordonnée, vous avez les valeurs que le capteur infrarouge numéro 3 envoie. Le capteur infrarouge numéro 3, c'est le capteur qui est central. Donc, pour ne pas traiter les angles par rapport aux 6 autres capteurs. Et donc, comme on peut remarquer, plus la distance augmente et plus la donnée que le capteur envoie tend vers 0. On a vu ça, on s'est dit, bon, avec la vue de cette courbe, on pourrait penser à
l'a modélisé sous forme d'une décroissance exponentielle. Et on a eu raison de penser à ça, puisque plus tard, on a remarqué que lorsqu'il n'y a pas du tout d'espace entre l'obstacle et le robot, c'est-à-dire la distance est presque égale à 0, la quantité de lumière, ou bien la quantité envoyée par le capteur infrarouge est de l'ordre de 3800. Donc de 3800, lorsqu'il y a une petite distance, il y a une décroissance très rapide au niveau de la valeur. Et donc, avec cette modélisation, on s'est dit, voilà, la décroissance exponentielle pourrait être mise sous cette forme où I serait égal à I0 exponentielle moins lambda D. Et D, la distance de l'objet par rapport à l'obstacle, et lambda serait le paramètre qui va dépendre de la couleur de l'obstacle, de sa nature, et même de la lumière ambiante de l'environnement. À partir de cette expression, il nous fallait donc déterminer I0, et c'est donc ce que je viens de vous expliquer. Il suffit de prendre la distance D égale à 0, et on a l'intensité envoyée égale à l'intensité I0. Donc on a cette formule. Mais on n'est pas allé plus loin avec cette formule parce que, bon, les obstacles dans l'arène peuvent être de divers ordres. La lumière, on ne peut pas forcément la contrôler. Et donc, lambda, on ne peut pas la déterminer avec certitude. Mais quand même, cela nous a permis de définir un intervalle de pouvoir dire, voilà, si la lumière envoyée par le capteur infrarouge est dans tel ordre, on a telle quantité de chances de trouver un obstacle à telle distance. Donc ça nous a permis d'avoir une idée de cette grandeur-là et de savoir comment nous manager ça. Et donc, on connaît désormais la nature de nos obstacles, et, bon, pas la nature, mais comment les détecter. Si on les détecte, comment est-ce qu'on va faire pour les contourner? Nous avons fait le choix de la navigation réactive en supposant les obstacles comme étant statiques, mais pas trop dynamiques. On va vous ça après. Donc, si l'obstacle est statique et que nous avons opté pour la navigation réactive, cela suppose que nous n'allons pas faire de planification de trajectoire, mais nous allons juste nous baser sur la perception et réagir. Donc, perception plus action. Et quand le robot perçoit l'obstacle, nous avons défini, nous lui avons demandé de juste contourner l'obstacle, mais indépendamment de la forme de l'obstacle, donc que ce soit circulaire, étoile ou n'importe quelle forme, on l'a juste maillé par un rectangle, donc du genre une enveloppe une enveloppe convexe, pour pouvoir représenter ça sous forme d'un rectangle. Et donc si le robot vient à cet endroit, il va contourner ça comme si c'était un rectangle et reprendre son chemin. Donc c'est la stratégie qu'on a eu à mettre en œuvre par rapport à l'évitement d'obstacles. Pour les résultats de notre travail, nous avons réussi à définir la trajectoire que le robot doit suivre entre le bout du convoyeur et la zone de déchargement. Nous avons écrit un script qui permet de faire un aller-retour de cette zone, tout en évitant les obstacles et en gardant la même trajectoire, tout en autonomie. Nous avons aussi un petit lien pour vous montrer les résultats. Alors ici, nous pouvons voir le robot qui fait les allers-retours entre la zone de déchargement et le bout du convoyeur. Quand il arrive au bout du convoyeur, il fait 190 degrés. Ensuite, il attend un signal pour dire que la pièce est chargée. Mais comme on n'a pas pu établir la communication, on a utilisé juste les capteurs bumper. Quand on appuie sur le bumper, il peut faire des retours. Et ainsi de suite. Il fait 190 degrés une autre fois. Il attend le signal, etc. Ici, nous pouvons voir un exemple quand il y a un obstacle sur sa trajectoire. Il contourne l'obstacle. Il revient dans la trajectoire et suit son chemin. Pareil pour le retour, il rencontre l'obstacle, il commence le contournement, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on avait eu plus de temps? Si on avait plus de temps, ou plutôt qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Eh bien, nous pourrions commencer par fluidifier
le manœuvrage du contournement de l'obstacle. C'est-à-dire, au lieu que ça soit des 90 degrés, c'est-à-dire que le manœuvrage soit fluidifié de sorte que, voilà, qu'il n'y ait pas des arrêts un peu fantaisistes. La deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est d'asservir le robot pour garder une distance constante delta pins lors du suivi main 3. Donc, essayer d'asservir pour que ça garde une certaine distance avec le bord droit de l'arrêt. La troisième chose serait de revenir pour utiliser cette fois-ci ROS 2 sur le Locobot en utilisant directement l'ordinateur qui est embarqué sur le robot afin de mieux gérer le parallélisme au niveau des capteurs qui sont envoyés. Donc, on pourrait directement avoir en temps réel des informations odométriques et en même temps des informations sur les capteurs infrarouges. Et en dernière position, on aurait également pu, ou plutôt la première génération, on travaillait directement sur le bras robotique pour pouvoir saisir l'objet et le déposer. Donc c'est ça. Je vais passer la parole à ma collègue pour finir. Passons à la partie de supervision. Donc, nous avons voulu faire un début de supervision. Donc, nous avons utilisé le logiciel PCVu. Le but de cette supervision, le but de ce logiciel, c'est d'avoir une vue globale de notre entreprise 4.0 et de connaître l'état de chaque composant ou module séparément en temps réel. Ce logiciel aussi peut nous aider à avoir des alarmes sonores et visuelles en cas de dysfonctionnement ou d'anomalie, ce qui aide l'utilisateur à prendre des décisions rapides et efficaces. Donc notre objectif pour ce moment, c'était de créer une solution de supervision pour surveiller et contrôler les équipements de notre entreprise. Pour cela, dans un premier temps, nous avons fait la configuration de la communication en définissant le réseau utilisé et en définissant également les trames que nous allons mettre en place selon le type d'autorisation. Donc, dans le cas où nos trames sont des lectures ou des écritures, ou leur format, si c'est des bits, des mots, voilà, ou des réels. Donc cela dépend des variables que nous allons utiliser, si c'est des variables d'état ou des variables de mesure. Après cela, nous avons fait la création de nos variables selon les composants que nous avons et les messages qu'ils doivent envoyer et recevoir. Donc nous avons mis en place dans le dossier de l'entreprise. Chaque composant avait une partie spécifique à lui pour pouvoir avoir une certaine clarté lorsqu'on définit nos variables et lorsqu'on met en place nos animations. Et dans notre convoyeur en lui-même, nous avons même séparé chaque poste seul et nous avons mis en place la commande du variateur et la mise en marche ainsi que la vitesse. Ensuite, nous avons mis en place notre modèle de synoptique. Ce modèle sert généralement juste pour mettre en place un certain synoptique de base qui est utilisé dans le cas où nous voulons mettre chaque composant indépendamment dans des synoptiques différentes. Mais dans notre cas, nous avons choisi de mettre un synoptique global qui est nommé entreprise, qui englobe tous nos composants de manière générale dans une seule page où nous pouvons les visualiser en même temps, pouvoir visualiser leurs animations et comprendre le fonctionnement de chacun envers l'autre. Après avoir mis en place la synoptique, nous allons commencer par faire les animations. Ces animations servent à voir les interactions de nos composants l'un avec l'autre et comment ces interactions les affectent eux-mêmes. Par exemple, nous avons mis en place une animation sur les Locobots et sur l'Amigobot pour montrer le début et la fin de leur prise de la pièce. Donc c'est juste une animation d'affichage. Ensuite, nous avons aussi des animations sur les postes. Donc on a une première d'indexeur et une deuxième, juste l'affichage des pièces, l'affichage de la pièce sur les postes différents. Donc par exemple pour le poste 0 et le poste 1, c'est juste la butée qui est en train d'affecter ces postes. Mais pour le poste 1, nous avons utilisé la variable du stoply quand il envoie une variable qui permet de comprendre qu'il a fini son opération. Voilà, donc la fin d'opération de stoply,
c'est elle qui affecte le poste 1. Et nous avons aussi le poste 2, celui du contrôle de qualité, où contrairement à la button indexer, celle-ci est utilisée par la variable de caméra, le fin de contrôle de la caméra. Donc on peut dire que nous avons fait la supervision à peu près 50%. Nous avons pu créer nos synoptiques, mis en place nos animations et développer une configuration réseau de base. Donc juste la définition de nos composants et de nos réseaux. Seulement, comme nous n'avons pas pu mettre à fin notre communication, nous n'avions pas pu avoir une certaine connexion entre l'API et la supervision. Et donc, qu'en perspective, nous pourrons dire que quand la communication sera établie, nous pourrons vraiment mettre en place cette supervision et avoir une vue globale sur le fonctionnement des composants en temps réel. Je passe la parole à Maëlle pour la conclusion. Alors, en conclusion, comme vous avez pu l'entendre au cours de cette présentation, le mot d'ordre, c'est qu'on aurait pu aller plus loin si on avait eu plus de temps. L'avancement qu'on a eu nous semble très bon par rapport au temps qui nous était donné. Les seuls points sur lesquels c'est dommage, c'est même si, en l'occurrence pour la supervision, c'était pas une obligation, donc on sait que il y avait des choses sur lesquelles on ne pouvait pas communiquer et où c'était trop complexe pour mettre en place sur la durée qu'on avait. Mais les communications plus simples comme l'affichage avec les robots ou la caméra avec le robot aussi, avec le Stobli, c'est des choses qu'on aurait voulu mettre en place avant de terminer et qu'on n'a pas pu. Mais mis à part ça, les objectifs sont remplis, nos machines sont opérationnelles et capables de fonctionner par elles-mêmes et on est capable d'effectuer des actions à condition que ces actions soient pilotées. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Des questions, si tu parles, parce qu'on a un train qui va juste poser quelques questions. Si vous voulez commencer à poser quelques questions, c'est à une ou deux questions. Je tiens à vous féliciter. C'est un excellent groupe. Un groupe qui est formé par des étudiants qui ont affiché pas vraiment la parité, il n'y a que 3 filles. Ça vaut le coup, vous avez affiché une demande. Vous êtes très sérieux, donc ça quand même, ça apporte beaucoup de projet. Les tâches ont été, les différentes tâches ont été bien splittées avec le chef de projet. Je vous félicite pour d'avoir coordonné, quand même c'est un projet comme ça, c'est très bien. Alors, je commencerai première question. J'aurais aimé en fait que vous planifiez les tâches avec les heures. Combien d'heures que vous avez mis sur chaque phase de projet, parce qu'il y a plusieurs phases. Et chaque fois, vous soulevez en fait un problème qui est le temps. C'est un peu dommage qu'il n'a pas bien été sous-estimé, faute de temps que nous n'avons pas en fait. Par exemple, avant, c'est bien de l'inventer, parce que c'est un extérieur. Moi, je vois un peu le projet, mais lui, il ne sait pas ce que vous avez travaillé tout le temps. Il fallait peut-être comme ça, on peut très bien évaluer l'efficacité en fait du groupe, du travail. Parce que nous, on sait comment, tu as raison, c'est une bonne remarque. Parce que normalement, c'est en termes d'heures. Pour l'expliquer un petit peu le contexte. Vous mettez en fait sur le projet, c'est par rapport aux heures que vous mettez sur le projet, le travail, c'est à partir de là qu'on peut évaluer en fait efficacement le rendement. Sauf si c'était rapide, vous n'avez pas en fait assez de temps. C'est normal, vous ne pouvez pas accomplir, vous avez bien évoqué là tout à l'heure, votre défaut. Il a été même estimé
question. Non, c'était loin de ça, c'était un des problèmes majeurs que finalement. C'est ça ma première question. Je pense que déjà, le fait qu'on n'ait pas forcément énoncé les durées de nos tâches, etc., c'est probablement dû au fait qu'on s'attend souvent à passer devant les profs qui nous ont encadrés pendant toute